je voudrais dire deux mots pour présenter Guillermo Munet, qui est un collègue et ami aussi, qui vient de Santa Fe, ville de Santa Fe, dans l'Argentine. Il est venu passer quelques jours ici en Europe pour donner des conférences et rencontrer des collègues des universités différentes en Espagne et en Suisse et en France. Donc, Guillermo Munet, que comme je vous dis, c'est un ami à qui je connais depuis très très longtemps parce qu'il enseigne dans l'université dans laquelle moi-même j'ai étudié et j'ai travaillé aussi il y a très très longtemps, enfin une trentaine d'années. Guillermo Munet est avocat et il est aussi enseignant. Il enseigne la philosophie du droit à Santa Fe. Il enseigne aussi le droit de la sécurité sociale et les droits humains. Les droits humains, les droits, on dit, de l'homme et peut-être des femmes. Enfin, je ne sais pas si la formule continue à être celle droit de l'homme ou on peut déjà dire droits humains. Guillermo Munet, en tant qu'avocat, il a travaillé pendant beaucoup d'années, une trentaine d'années, disons, il est intervenu dans des jugements, dans des procès, pardon, pour des crimes commis pendant la dictature, la dernière dictature militaire, civique-militaire en Argentine, dans des procès dans lesquels, justement, ont été inculpés par des délits de torture, d'assassinat, de disparition de personnes, de restitution d'identité d'enfants volés pendant la dictature. Notamment, il a travaillé dans un réseau d'avocats qui s'appelle Collectif national d'avocats et avocates dans des procès par des crimes de lèse-humanité. Donc, c'est un collectif d'avocats qui travaillent, qui interviennent dans ces genres de procès. Donc, il connaît dès l'intérieur tous les longs processus qui a été mené en Argentine pour justement reconnaître ces crimes, punir les responsables, mais aussi par rapport, enfin, le travail de mémoire qui a été fait par tous ces crimes-là. Donc aujourd'hui, pardon, j'ai oublié de dire qu'il travaille aussi en tant qu'avocat avec un rapport avec des communautés indigènes dans la province de Santa Fe actuellement, dans différentes affaires qui concernent le droit des peuples originaires, des peuples indigènes de notre région d'origine, parce que je suis aussi de la même région que lui. Donc aujourd'hui, il nous propose de nous parler, vous voyez le titre sous l'écran, Mémoire, justice réparatrice et jugement du génocide des indigènes, le procès du massacre des Napalpis. Donc Guillermo va nous expliquer tout ça. Donc je lui donne la parole. Alors, avant de lui donner la parole, je voulais vous dire la chose suivante. Je ne sais pas s'il y a des non-hispanophones ici. Oui, je sais qu'il y en a. Voilà. Donc, il y aura une traduction. On va faire ces traductions entre trois collègues. Moi, le pire, parce que je suis le seul non, disons, francophone d'origine, je pense que mon intervention va être courte, le moment que je me rends compte que ça marche pas. C'est pas mon métier d'être traducteur, interprète. Donc, je vais faire de mon mieux. J'espère que vous allez comprendre. Et quand la chose deviendra trop dure, je passerai le relais à mon collègue Joël Delhomme, à qui je remercie, et aussi à François-Xavier Guéry, deux collègues du département d'espagnol, dont le métier n'est pas non plus l'interprète, mais je pense qu'ils sauront le faire mieux que moi. Bon, je vais essayer de faire voilà, la traduction, et je donc donne la parole à Guillermo Munet, à qui je remercie d'ailleurs qu'il soit ici parmi nous. Bueno, muchas gracias a la facultad por la organización de este evento.
a Planet Conference, Voilà. Un grand merci à la faculté pour l'organisation de cet événement, Ah. Planet Conference, a su decano y su presencia aquí con ese interés. voilà, au doyen de la faculté et son intérêt pour venir écouter la communication. A Daniel por también el apoyo de poder tener este encuentro aquí. Voilà, à moi. Donc, A Joel y François Xavier también por su ayuda. je pense que c'est clair, hein, Oui, c'est- le traducteur. Y a cada uno de todos ustedes por acercarse a poder encontrarnos en estas ideas. Et à chacun parmi vous de venir ici pour rencontrer ces idées dont il va nous faire part aujourd'hui. Y no puedo dejar de agradecer también a alguien que no está aquí presente, que es Diego Vigay, abogado y fiscal que integra este colectivo. Donc, je ne peux pas laisser non plus de remercier aussi quelqu'un qui n'est pas ici, Diego Vigay, que c'est un fiscal, procureur, qui est intervenu justement dans ce procès dont il va nous parler. Porque mucho de lo que aquí puedo compartir le debe a generosas conversaciones con él en los últimos años y muchas fuentes aportadas por él. Alors, beaucoup de ce que je vais vous dire ici, je le dois à l'apport que ce procureur, justement, a pu me donner lors des conversations que j'ai eues avec lui pendant longtemps. Bueno, y ya puestos a conversar sobre el tema, vamos a hablar de un juicio, un proceso que no estaba previsto, que está fuera de cálculo. Donc, pour commencer à parler du sujet, au vif du sujet, je vais vous parler d'un procès qui n'était pas prévu, qui n'était pas, c'était pas possible de faire un calcul et de prévoir son existence. Este proceso se desarrolló el año pasado, 2022, Ce procès a eu lieu l'année dernière, 2022. y estaba fuera del cálculo de quienes teorizaron y produjeron las desigualdades raciales. C'était quelque chose d'imprévu du point de vue de ceux qui ont produit les inégalités, notamment raciales, et qui ont théorisé sur les inégalités raciales. Ils n'ont pas prévu l'existence de ce genre de procès. No estaba previsto por quienes promovieron el desarrollo de los Estado-nación que desconocen a estos pueblos. Et n'était pas non plus prévu par ceux qui ont aidé au développement des États-nations, qui sont les responsables d'une méconnaissance de ce peuple qui ont été, disons, victimes de ce genre de crimes. No estaba previsto por quienes han organizado los tribunales penales C'était pas non plus prévu par ceux qui ont organisé les tribunaux, le système judiciaire international, notamment. penal, ¿no? Notamment pénal, No, penal. mais à l'international. No, penal, el Nacional, local, pero D'accord, pénal. porque esos tribunales están pensados para ser dirigidos contra, en el caso de mi país, lo que podemos llamar los marrones, los negros. Car ce système judiciaire est façonné, a été forgé justement pour aller à l'encontre, pour aller contre ces gens, pour s'opposer, disons, méconnaître justement ces gens de peuple qui a été victime de ce type de crime, qu'il appelle les marrons, enfin les racisés si vous voulez, couleur marron. Et c'est la couleur des peuples originaux, Sí. Originaires de notre pays. No fue buscado por los tribunales penales que se dicen la justicia, C'est un procès qui n'a pas été non plus cherché par le système judiciaire lui-même. Le système judiciaire, c'est pas à l'origine, ils sont pas eux à l'origine de ce procès, même si ce sont eux qui s'appellent eux-mêmes la justice.
sino que fue construido y realizado por los pueblos indígenas que sí pueden hacer un aporte de justicia. Ce sont procès qui ont été générés justement par le peuple eux-mêmes, ces populations elles-mêmes, qui peuvent justement être à l'origine de ce type de justice, comme ne peut pas l'être le système judiciaire. Ese juicio, les decía, ese proceso se desarrolló entre abril y mayo de 2022. Ce procès a eu lieu entre avril et mai 2022. Y durante todo su desarrollo y también en su sentencia, no pudo hablar solo la lengua oficial española. Et pendant tout ce développement, ce n'est pas seulement la langue espagnole qui a pu s'exprimer, sino que en todo el proceso y en la sentencia habló también la lengua com y la lengua mocoy. Donc, pendant ce procès, a pu aussi prendre la parole, dans le procès et aussi dans le jugement final, a pu prendre la parole aussi la langue com et mocoy. Et mocoy, ce sont les deux langues de deux peuples concernés. Bien, el proceso se refiere a este proceso además no pudo condenar a nadie porque sucedió 98 años después de los hechos. Dans ce procès, on n'a pas pu condamner personne car a eu lieu 98 années plus tard des événements concernés. Napalpí fue una masacre que ocurrió en 1924. Napalpí a été un massacre commis en 1924. Y lo que sí generó este proceso es una prueba pública que el Estado argentino no puede discutir de la existencia de esta masacre. Donc le produit de ce procès, c'est une preuve de l'existence du massacre que l'État argentin ne peut pas nier. Ça a été prouvé dans ce procès. Y este proceso, por lo tanto, acredita aquello que fue preservado, cuidado en la memoria perseguida clandestina de los pueblos con y mocoy durante todas estas décadas. Donc, dans ce procès, a pu être reconnu quelque chose qui en réalité été transmis par la mémoire des peuples qui ont été victimes de ces crimes. Ce sont eux qui ont transmis tout cela, et le procès a servi pour faire justice, surtout pour vérifier l'existence de ces faits historiques de ce massacre. Por eso se llama un juicio por la verdad. C'est pour ça qu'ils appellent un procès pour la vérité. La masacre ocurrió en la localidad donde había una reducción, un campo de concentración indígena en la actual provincia de Chaco de Argentina. Ce massacre a eu lieu dans l'actuelle province de Chaco, au sein d'une réserve d'indigènes, c'est-à-dire un camp de concentration. On l'appelle réserve, mais en réalité c'est un camp de concentration, un lieu d'enfermement de peuples originaires dans cette province de Chaco. En esta zona, el Estado argentino había despojado a estos pueblos en esos años mismos recientes de su lugar de vida, de un lugar de vida extenso, de vida recolectiva y nómade. Au préalable de cette date, ce peuple ont été, disons, chassés du territoire qu'ils occupaient et dans lequel ils menaient une vie de nomade, plus ou moins nomade, et des récoltes. Et l'État les a chassés de là et les a enfermés dans un lieu enfermé justement. Y había el Estado dado en propiedad a colonos blancos sus territorios para cultivar el algodón. Voilà, l'État a octroyé ces terres à des colons blancs pour se consacrer à la culture du coton. Y los sobrevivientes de aquel ataque para quitarle las tierras estaban en este campo de concentración
para trabajar como mano de obra esclava de esa producción de algodón. C'est-à-dire, ceux qui ont été, disons, chassés de là, plusieurs ont été éliminés, et les survivants de cette massacre, disons, ont été enfermés là, non seulement pour être enfermés, mais aussi pour travailler pour cette, disons, entreprise de colonisation dans la culture du coton. Fait par l'État argentin. Sí, sí, sí. Y en condiciones esclavas porque no podían volver a la selva, el monte, que le decimos, a su forma de vida. Ils ne pouvaient pas retourner à sa manière de vivre. No podían aceptar ofertas de trabajo de otros productores blancos de otras provincias que le pudieran pagar más. Ils ne pouvaient pas non plus accepter d'autres offres de travail faites par d'autres patrons qui, par exemple, pourraient offrir des meilleures conditions de travail. C'était interdit pour eux. Sino que tenían que trabajar para aquellos productores de la zona que las autoridades de la colonia, de la reducción, pactaban. Donc, ils devaient travailler pour ceux que l'État autorisait, disons, enfin, leur donnait le droit de travailler dans cette région. Ils étaient obligés de travailler pour ce patron-là et pas pour d'autres. Y la masacre sucede porque a todos estos padecimientos se le adicionó uno más. Donc, la massacre va avoir lieu, parce qu'il y a toute cette souffrance que je viens de résumer, qu'il vient de résumer, lui, s'est ajouté encore une autre souffrance. Que fue anunciarles que no iban a cobrar completo lo muy poquito que le iban a pagar, sino que se le hacía un descuento para los gastos del propio campo de concentración. Donc, ce qui est venu en plus de tout ça, c'est que le revenu qu'ils allaient toucher pour travailler, on leur a annoncé qu'ils ne toucheraient pas 100%, mais on prendrait une partie pour subvenir aux dépenses du camp de concentration. Bueno, voy a apoyarme en algunas imágenes. Aquí tienen sobre cuando comenzó el juicio oral, este juicio oral. L'image que vous avez là, c'est l'image du début du procès. Que fue muy acompañado por las comunidades indígenas actuales del lugar y otras del país. Il était très suivi par les communautés indigènes de la zone et du pays. Que vous avez des photos. En esta reducción, en esta campo de concentración, había entonces representantes de los pueblos Com y Mocoy, que ante el anuncio de que no le van a respetar lo poco que le pagaban, dans cet espace enfermé, il y avait la communauté Com et Mocoy, et face à l'annonce qu'ils n'allaient pas toucher la totalité de soldes, disons, enfin de revenus promis, comienzan una huelga, se niegan a ir a trabajar a la cosecha. Ils ont démarré une grève, ils refusent d'aller à travailler, disons, au champ de culture. Y buscan fortalecerse en danzas y cantos conjuntos. Ils essayent de se donner, disons, courage, mais un moyen de chansons et de danses, traditionnelles évidemment de ce peuple-là. Y en esa circunstancia, el 19 de julio de 1924, et dans ces circonstances, 19 juillet 1924, fuerzas militares y policiales del Estado argentino los rodean. De forces militaires et policiers de l'État argentin entourent le groupe de grévistes. También algunos colonos blancos que vienen armados y se suman a la matanza. Parmi, non, il n'y avait pas seulement des forces militaires et policières, mais il y avait aussi des colons blancs qui viennent s'ajouter justement pour procéder aussi, eux, à la répression. Y les disparan hasta
poder matarlos a todos. Entre 300 y 500 personas se calcula. Et donc, ils ont assassiné tous entre 300 et 500 personnes. Avec, enfin, tu t'as dit de... Enfin, d'accord. Sí. En esta época, los vamos a ver, hubo otras masacres contra huelguistas. Dans cette époque, c'est pas le seul massacre de ce type qui s'est produit à cette même époque en Argentine, des grévistes. Por ejemplo, en la Patagonia, 1921-1922. En Patagonie, 1921-1922. 1.500 huelguistas fusilados. 1500 grévistes qui ont été massacrés. Pero esos masacrados eran todos varones adultos. Ces gens étaient tous des hommes adultes. En cambio, aquí en la masacre de Napalpí, mataron a todas las familias, comprendiendo los niños y las personas de alta edad. Parmi les Napalpí, c'est pas seulement des adultes hommes, mais il y avait aussi des familles entières, des enfants, des femmes et des vieillards. Aquel que pudo sobrevivir a los disparos, a las balas, fue perseguido para matarlo con arma blanca, con machete. Ceux qui ont survécu ont été poursuivis et ils ont été achevés moyennant des armes blanches. Non, oui, couteau, hein. Machette, voilà. Pas des armes à feu, oui. Eran mutilados y las partes de su cuerpo exhibidas para sembrar terror en cualquiera que lo pudiera ver. C'était mutilé et les parties de leur corps étaient exhibées pour justement produire la terreur parmi la population. También se usó un avión pequeño de la época con un arma montada y donde se lanzaban también bombas incendiarias. On a utilisé aussi un petit avion avec une mitrailleuse montée sur l'avion et puis aussi des bombes incendiaires. Ningún fiscal, ningún juez de la época inició un proceso penal por esa masacre. Aucun juge, aucun procureur n'a initié aucune action judiciaire pour justement traiter ce sujet. Al gobernador designado por el Estado argentino en ese territorio, Centeno, le llegó un pedido de informe del Congreso de la Nación. Au gouverneur de la province, Centeno, on lui a envoyé un rapport provenant du Congrès national. Respondió que los muertos se debían a un enfrentamiento entre Coms y Mocoy. Donc, il a répondu que la massacre, les morts, ont été produits à conséquence d'un affrontement entre les deux tribus, les deux groupes, les Mocoy et les Com. Una respuesta insostenible, increíble, inaceptable, porque todos eran muertos de bala en general. Y los Com ni los Mocoy no tenían armas de fuego. Réponse invraisemblable, car tous les morts, la plupart, c'était morts à cause de balles d'armes à feu, et ce sont des gens qui n'ont pas eu d'armes à feu. También fue silenciada por científicos de la época, esa masacre. Les scientifiques de l'époque aussi ont nié l'existence de ces massacres. En aquel momento estaba en el lugar un importante antropólogo alemán, Robert Lehmann-Nietzsche. Dans ce moment-là, précis, il y avait dans cet endroit un anthropologue, un ethnologue allemand célèbre, dont le nom vous voyez dans l'écran, Robert Lehmann-Nietzsche, que estaba estudiando al pueblo Mocoy. Il était justement en train d'étudier les Mocoy. Y
la presencia de él en la masacre misma está acreditada por fotos que se encontraron en el Instituto Iberoamericano de Berlín. Et sa présence dans les lieux du crime est créditée par l'existence de photos qui se trouvent actuellement dans l'Institut ibéro-américain de Berlin. C'est une des bibliothèques les plus importantes des archives de l'Amérique latine, surtout du Sud. Están fotos de él con autoridades del campo de concentración de la colonia, junto al avión utilizado para atacar a los indígenas. Il y a des photos de lui-même avec les autorités de ce camp de concentration et à côté de l'avion justement qui a été utilisé justement comme arme du massacre. En el testimonio de los indígenas hablaban de este avión y las bolas de fuego. Témoignage de l'année dernière. Sí, pero no, y antes, que pensaban que eran invenciones. Dans les témoignages, pendant le procès pendant longtemps, les indigènes, ils évoquaient l'existence d'un avion qui lançait des boules de feu et qu'on prenait comme une invention de leur imagination fiebreuse, disons. Pero las fotos que se guardaron en el archivo Lehmann-Nietzsche comprobó que era un testimonio certero. Et les photos viennent justement démontrer que c'est supposé, disons, fantaisie des indigènes. En réalité, ce n'était pas des fantaisies, c'était la réalité. Una de estas fotos tiene una anotación detrás de puño de Lehmann-Nietzsche que dice avión utilizado contra el levantamiento indígena. Dans une des photos, il y a une inscription de la main de Nietzsche, de Lehmann-Nietzsche lui-même, qui dit justement avion utilisé pendant le massacre, contra el levantamiento. Contre la mutinerie des COM. Es decir, la ciencia tenía muchos conocimientos de lo sucedido. La science connaissait ce qui s'est passé. Y ninguna duda de quién eran los sublevados y los guardianes leales del orden. Et aucun doute sur qui étaient ceux qui se sont révélés et qui étaient de notre côté les gardiens de l'ordre. Les scientifiques, ils savaient très bien tout ça. También la historiografía y las ciencias sociales en general de Argentina posterior, l'historiographie et les sciences sociales qui se font en Argentine de l'époque jusqu'à aujourd'hui, también negó, no informó, no investigó, no hizo presente nunca esta masacre. Ils n'ont pas fait des recherches, ils n'ont pas allé chercher de savoir qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc ils n'ont rien fait. Lo mismo se hizo respecto de una masacre 20 años después en una zona próxima, en Rincón Bomba, en 1947. La même chose est arrivée, disons, le même silence par rapport à un massacre, un autre massacre qui a eu lieu dans un autre endroit qui s'appelle Rincón Bomba, l'année 1947. 47, sí. 57 ou 47 47. 47. En la Argentina recién se pudo comenzar a conocer y debatir el tema en el año 2007. Le sujet n'a pas été touché, disons, on n'a pas pu en Argentine toucher ce sujet, parler de ce sujet, jusqu'à 2007. Era recordado con mucho temor a que por lo peligroso que era, solo por las comunidades Con y Mocoy. Seulement les communautés Con et Mocoy se souvenaient de ces événements. Seulement eux, à cause justement de risques qui transmettaient justement ces savoirs anciens. Y en 2007 se pudo comenzar a conocer y discutir el tema porque
los descendientes presentaron una demanda de reparación patrimonial civil contra el Estado. Et en 2007, les descendants de ces populations ont décidé de présenter une requête contre l'État, justement, en demandant des dédommagements, des réparations matérielles à l'État pour ces événements. Y luego, fiscales federales argentinos, apoyados en acuerdo con las comunidades, presentaron este otro pedido de juicio penal por la verdad. Et plus tard, des procureurs, en accord avec ces communautés, ont fait une demande justement pour justement faire un procès au pénal. Non seulement déjà pour des réparations matérielles, des dédommagements, mais au niveau pénal, dans les terrains pénals. Por la verdad. Et pour justement la vérité. Bien. Je passe la relève. Super. Le relais, oui. Por favor, me interrumpen, no me interrumpen, me proponen cualquier aclaración mientras voy exponiendo, si se va entendiendo bien. Vous pouvez demander des explications à tout moment ou des précisions à Guillermo. Vamos ahora a entender un poco de dónde viene esta situación de un campo de concentración en ese lugar y esa producción de algodón. Alors, on va expliquer maintenant d'où vient en fait cette présence d'un camp de concentration dans cette région cotonnière. Si prestamos atención, por ejemplo, a la Constitución Liberal Argentina de 1853, alors, selon la Constitution argentine de 1853, Constitution libérale, encontramos en su artículo 25 que dice que el gobierno federal promoverá la inmigración europea. Dans son article 25, donc, la Constitution dit que le gouvernement fera la promotion de l'immigration blanche. Esto es una declaración explícita de idea de superioridad racial de los europeos respecto de otras poblaciones del mundo y de particular del indígena. C'est une affirmation explicite donc d'un sentiment de supériorité du monde blanc sur les populations, les autres continents et surtout les populations indigènes. Este artículo continúa vigente hasta hoy en la Constitución argentina. Et cet article est toujours en vigueur jusqu'à présent dans la Constitution argentine. Luego, en aquel texto de 1853, en su artículo 67, que habla de las atribuciones del Congreso Nacional, alors, dans l'article 67 de cette même Constitution qui évoque les attributions du Congrès, donc du Parlement national, su inciso alinéa 15 alinéa 15 decía que era misión del Congreso de la Nación asegurar las fronteras, mantener las relaciones pacíficas con los indios y promover su conversión al catolicismo. Donc cet alinéa 15 précisait que parmi les missions du Congrès, il y avait donc la relation pacifique con los indios. Assurer la sécurité des frontières, voilà, maintenir des relations pacifiques avec les Indiens et promouvoir leur conversion au catholicisme. Esta constitución liberal que promovía la llegada de inmigrantes blancos europeos protestantes, donc cette constitution libérale qui faisait la promotion de l'immigration blanche protestante, que se declaraba tolerante de la libertad de religión, qui proclamait donc la tolérance religieuse, preveía que los indios no podían tener su cosmovisión, su religión, tenían que ser convertidos al catolicismo. En revanche, prévoyait donc que les indigènes ne pouvaient pas conserver leur propre croyance, leur cosmovision, et que ces populations devaient être converties au catholicisme. Este
esta disposición estuvo vigente en la Constitución argentina hasta 1994. Et c'était en vigueur jusqu'en 1984 dans la Constitution argentine. Que pudo ser reformado en una convención constituyente por reclamos de las comunidades indígenas, y ahora en esa disposición, en la actual, hay un reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Donc ces dispositions ont été modifiées suite à des réclamations des populations indigènes, et aujourd'hui dans la Constitution, donc on reconnaît la diversité culturelle. Y derechos de los pueblos indígenas a la tierra, a la educación bilingüe. Les droits des peuples indigènes, donc à la terre et à l'éducation bilingue. Si vemos cómo era el territorio de la Argentina a ese momento, de la que podemos decir conformación del Estado argentino republicano liberal. Donc si on regarde la carte de l'organisation administrative donc, de l'Argentine dans ces années de 1840, vemos que la mayor parte de lo que es el actual territorio argentino era lugar de vida de pueblos indígenas. On observe donc que la majeure partie du territoire argentin était le lieu de vie des populations indigènes. Toda la parte centro-sur de la llamada Pampa y Patagonia era un lugar de vida de los pueblos indígenas. Du centre au nord, en fait, donc c'était la Pampa et la Patagonie, c'était les territoires des populations indigènes. Y también en la zona noroeste, que es donde se ubica Napalpí, en la zona noreste del país, en los límites con Paraguay y Brasil, era todo un lugar de vida de los pueblos indígenas. Et au nord-est, donc limitrophe du Paraguay et du Brésil, donc c'était les territoires indigènes du Chaco, donc où se trouve Napalpí, qui a été le lieu du massacre. Y entonces ustedes ven que esta constitución argentina estaba proponiéndose para el Estado argentino un proceso genocida de quita de los territorios a los pueblos indígenas para que esos sean lugares de producción para la agroexportación. En fait, cette constitution argentine prévoyait l'expropriation de territoires indigènes pour les transformer en lieu de production de matières premières agricoles pour l'exportation. Estas prácticas del Estado argentino como Estado independiente fueron continuidad de las que habían llevado los europeos al llegar al continente desde inicio de la modernidad. Donc ces pratiques étaient dans la continuité en fait des conquêtes réalisées par les Européens lorsqu'ils ont envahi l'Amérique. Aquí refiero distintos estudios que muestran cómo un aparato punitivo jerarquizado se consolidó en Europa. Donc il cite quelques références qui montrent en fait comment un aparato punitivo de penas de punición. Comment s'est construit en fait de castigo. Voilà, un appareil répressif en fait punitif en Europe. Que retomó algunas estructuras de los ejércitos romanos. Qui a repris quelques structures des armées romaines. En el medioevo refortalecidas por la Inquisición de la Iglesia Católica. Qui a retrouvé un nouvel essor à l'époque médiévale et avec l'Inquisition catholique. Y que desarrolló primero prácticas de genocidio contra las mujeres en Europa. Et qui a d'abord mis en œuvre en fait des pratiques d'extermination contre les femmes en Europe. En la llamada caza de brujas. Ce qu'on a appelé la chasse aux sorcières. Que, entre otras cosas, asesinó a lideresas campesinas que se resistían a estos procesos de constitución estatal. Qui donc
ont permis d'éliminer en fait des femmes leaders paysannes en fait qui résistaient contre ces constructions de l'État. Y en el caso de la península ibérica, estas estructuras, estas formas jerarquizadas militarizadas, se practicaron en el exterminio de árabes y judíos dentro de la península. Et dans la péninsule ibérique, ça a pris la forme particulière donc de l'élimination des Arabes et des Juifs. Y con estas prácticas arriban a conquistar el territorio americano para la extracción de riqueza. Et c'est avec ces mêmes méthodes donc on va coloniser, conquérir d'abord et coloniser le territoire américain pour l'extraction capitaliste en fait des richesses. La continuidad de la práctica de genocidio asociada a la concepción de civilización europea en tiempos más contemporáneos, de la era contemporánea, siglo XIX hasta el presente, tiene muchos trabajos, pero refiero aquí el de William Morrison, Criminology, Civilization and New Order. Donc pour la postérité, disons, du 19e siècle et hasta en el siglo XX también. Et pour le 20e siècle, donc il signale les travaux donc de Morrison, Criminologie, Civilisation et le Nouveau Monde. El primer acto de genocidio que hace el nuevo Estado argentino para estos años es en la llamada Guerra del Paraguay. Alors, le premier événement ou acte génocidaire va se produire durant la guerre du Paraguay. Esto es el territorio que ustedes ven en verde. Donc ça concerne le territoire o más arriba del verde. Au-dessus de la zone en vert, hein, des peuples du Chaco, frontière avec le Paraguay. En que entre los años 1864 y 1870 se unieron Argentina, Uruguay y el Brasil. Donc entre 1864 et 1870, l'Argentine, l'Uruguay et le Brésil se sont unis contre le Paraguay. Y exterminaron prácticamente a buena parte de su población que era guaraní. Et ils ont exterminé une grande partie de la population qui était d'ethnie guarani. Inmediatamente de vencido el Paraguay, la Argentina procuró asegurarse todo el territorio que llegara hasta el río Pilcomayo, en esa actual frontera con Paraguay. Donc une fois que le Paraguay a été vaincu dans cette guerre, l'Argentine a fait en sorte de prendre possession, de s'assurer du territoire limitrophe donc du fleuve Pilcomayo. Este es un cuadro de un artista que acompañó toda la campaña del ejército argentino, Cándido López, y cuyas pinturas son muy buenos registros de las acciones. Donc là, vous avez un tableau de Cándido López, qui est un peintre qui a accompagné donc les troupes pendant cette guerre du Paraguay et qui témoigne en fait de ces événements. Los muertos paraguayos se calculan en aproximadamente casi 300.000. Et on évalue à environ presque 300 000 morts parmi les Paraguayens. Y de soldados argentinos se estiman, lo decía un dirigente político de la época, en 80.000. Et seulement 80 000 en fait dans les troupes argentines. Esta tropa argentina estaba fuertemente conformada por indígenas y mestizos. Et on retrouvait dans ces soldats argentins en fait des métis et des indigènes. Que eran llevados forzadamente, a veces hasta con cadenas, a combatir al Paraguay. On obligeait donc à aller à la guerre, y compris enchaînés. Inmediatamente también, entre los años de la década de 1870,
Argentina emprende la conquista de todo el territorio patagónico. D'autre part, à partir des années 1870, l'Argentine entreprend des conquêtes territoriales De todo el territorio patagónico, ¿sí? de tout le territoire en fait de la Patagonie, au sud, donc du centre vers le sud. Esta es una imagen en que ustedes ven autoridades religiosas con los indígenas prisioneros. Donc on peut voir sur cette photo des autorités religieuses avec des prisonniers indigènes. Se practicaron matanzas, violaciones, mutilaciones, tormentos, Donc ça a été le théâtre donc de massacres, de mutilations, de viols, de tortures. y deportación, desplazamiento forzado de los sobrevivientes fuera de la Patagonia hacia campos de concentración cercanos a la ciudad de Buenos Aires. Et des déplacements forcés de population depuis la Patagonie vers la province de Buenos Aires dans des camps de concentration. Y donde, además de morir por las pésimas condiciones de salubridad, Donc, outre la mortalité due aux conditions très mauvaises de salubrité, eran entregados como trabajo esclavo entre oferentes blancos. ces indigènes étaient remis donc à des patrons blancs pour travailler mano de obra esclave, comme esclaves en fait. En la Patagonia se desarrollaron estancias, muchas inglesas, para la producción de lana. Donc en Patagonie ont été créées ainsi en fait de grandes propriétés pour l'élevage ovin. Decíamos que también para la misma época empieza la conquista del Gran Chaco en el noreste. Donc à cette même époque, on commence la conquête du Gran Chaco, donc les territoires au nord de l'Argentine, Que va de los años 1870 hasta 1910. à partir de 1870 jusqu'à 1910. Una masacre, por ejemplo, sucedió en nuestra provincia de Santa Fe, San Antonio de Obligado, 1887. Il y a eu un massacre donc dans la province de Santa Fe à San Antonio de Obligado en 1887. De esa campaña conquista del Chaco, recién en 2019 se están devolviendo a las comunidades indígenas los restos humanos de, por ejemplo, sus caciques. Donc en 2019, tout récemment, donc l'État argentin restituait des restes de chefs indigènes à ces populations. Estaban exhibidos en museos de la ciudad de Buenos Aires y La Plata. Des restes humains donc, qui étaient conservés et présentés dans des musées de la capitale. Las dos conquistas eran llamadas conquista al desierto. Et ces conquêtes de territoires indigènes étaient appelées les conquêtes du désert. A pesar de que había una amplia población a exterminar. Alors qu'il y avait une importante population qu'il s'agissait ici d'exterminer. Pero era población que no contaba hasta que no hubiera allí una producción destinada al comercio exterior. C'était une population qui ne comptait pour rien tant qu'il n'y avait pas finalement une exploitation agricole pour l'exportation. Esta denominación totalmente extraña de llamarle desierto al lugar lo era aún más respecto del Gran Chaco, porque es una zona de selva. Et c'est d'autant plus paradoxal d'appeler cela un désert dans la mesure où le Gran Chaco est une région boisée. O sea que ni siquiera la fauna ni la flora ayudaban a llamarle a eso desierto. Donc la faune et la flore ne correspondaient absolument pas à l'idée de désert. Pero le llamaron la campaña al desierto verde. Mais ils ont appelé ça la campagne du désert vert. Otra masacre de este tipo la van a hacer también
nuestra provincia de Santa Fe, cercana a mi ciudad, en la localidad de San Javier, contra el pueblo Mocoví. Donc un autre massacre, toujours dans la province de Santa Fe, à San Javier, en 1904, du peuple Mocoví. Mocoví. Ahí tienen imágenes del lugar y también esta es una recreación casi contemporánea que hizo el cine argentino sobre esa masacre, presentándola en realidad como un levantamiento indígena. Donc là, on voit une image en fait qui est extraite d'une représentation du cinéma argentin en fait, qui présente les événements comme un soulèvement indigène. También en el norte de la provincia de Santa Fe y en el Chaco empieza a funcionar una explotación forestal de una empresa inglesa que se llama La Forestal. Donc dans le nord, toujours, commence à cette époque-là une exploitation du bois par une entreprise britannique qui s'appelle La Forestal, donc la forestière. Muchos de sus trabajadores indígenas. Et qui employait de nombreux travailleurs indigènes. Que eran llevados a cortar árboles, lo cual es para ellos culturalmente espantoso, porque es como poner a alguien a derribar su templo. Donc ils devaient couper des arbres, et ce qui, pour eux, dans leur représentation culturelle, était quelque chose d'atroce, puisque ça revenait finalement à abattre leurs idoles, leurs temples, leurs croyances. La selva, los árboles, para estos pueblos son su templos, realmente. Sí. Et pour ces peuples, je veux dire, les arbres dans la forêt sont sacrés, quoi, et sont finalement une sorte de temple. Y como hacen una huelga reclamando por derechos sindicales y laborales, dirigen un ataque contra los huelguistas en 1921, en el que son asesinados aproximadamente 700 trabajadores huelguistas. Donc, vont être massacrés à cette occasion, en 1921, environ 700 travailleurs indigènes qui faisaient grève et refusaient de travailler et couper les arbres. Esas son otras imágenes de la masacre. Para los mismos años, en la Patagonia, donde estaban estas estancias de la lana, se inicia una huelga por las condiciones de trabajo. Donc dans ces années-là, aux alentours de 1921-1922, dans la Patagonie, donc là où se trouvaient les grandes propriétés d'élevage ovin, donc pour la production de la laine, éclate une grève. Y tenían una organización sindical de inspiración anarquista. Donc une grève organisée par des syndicats anarchistes à cette époque-là. Y que va a tener un ataque del ejército argentino con, como dije, con el fusilamiento de aproximadamente 1.500 huelguistas. Et donc qui va être réprimé par l'armée argentine et qui va faire environ 1500 victimes. Y llegamos así a 1924 en Napalpí, la zona de Chaco, esta masacre cuyos hechos ya le comenté y que en su momento no fueron juzgados de ninguna manera, ¿no? Donc c'est le contexte qui entoure le massacre de Napalpí dont Guillermo a évoqué déjà le cas au début. También un pueblo Pilagá va a ser masacrado en Rincón Bomba en 1947, un poco más al norte de Napalpí. Donc un peu plus tard, en 1947, un peu au nord de Napalpí, il y aura une autre ethnie indigène qui va faire l'objet d'un massacre à Rincón Bomba. Estas son fotos también del momento del ataque y tampoco hubo ningún tipo de juzgamiento y hubo total silenciamiento en la Argentina. Donc là, on voit une image en fait qui précède la répression. Et dans ce cas, comme dans celui de Napalpí, il n'y aura absolument aucun procès, aucune poursuite en justice, aucune action en justice. Esta situación de impunidad y de silencio no podría, creo,
creemos, no podría haber sido revertido, sino por la experiencia del movimiento de derechos humanos respecto de la última dictadura cívico-militar. Alors ces poursuites, ces procès qui vont avoir lieu n'auraient pu exister s'il n'y avait pas eu des actions en justice qui avaient suivi donc la dictature civico-militaire des années 70 à 80. Exacto. Je passe le relais. Como, bueno, es conocido en la segunda mitad del siglo XX en Latinoamérica. Alors, dans la seconde moitié du XXe siècle en Amérique, hubo dictaduras militares que ejercían terrorismo de Estado. il y a eu des différentes dictatures militaires qui ont exercé toute forme de répression. Y ante la dictadura militar argentina iniciada el 1976, con sus prácticas de la desaparición masiva de personas, Et celle qui s'est tenue en Argentine en 1926 avec différentes pratiques de disparition, se conformó un movimiento de denuncia y resistencia y reclamo de aparición de los desaparecidos por parte de sus madres. Donc a surgi un mouvement qui réclamait, disons, le retour, ou en tout cas des investigations autour de ces disparitions, et en particulier un mouvement porté par les mères. Les mères au sens de génitrices. Que para poder reconocerse en las primeras manifestaciones acordaron ir con el pañal de bebé de sus hijos. Et vous le voyez sous l'image, quelque chose de très symbolique, ces mères portaient autour de la tête les langes, les couches, disons, de leur enfant disparu. Y son conocidas como las madres de Plaza de Mayo. Et donc on les connaît comme les mères de la Plaza de Mayo, de la place de Mai. Organismo de derechos humanos fundamental para la democracia argentina desde entonces hasta hoy. Et donc c'est un symbole de ce qu'est la démocratie argentine depuis lors jusqu'à aujourd'hui. Lo mismo para aquellas madres que buscaban los nietos nacidos en cautiverio. Et il en va de même pour les grands-mères des petits-enfants nés en captivité. Aquí las ven cuando se estaban conformando y reclamaban por los niños desaparecidos y son conocidas como abuelas de Plaza de Mayo. C'est ce que vous voyez donc sur la photographie sous l'écran, et on les appelle abuelas, c'est-à-dire grand-mère de la place de Mayo, Plaza de Mayo. Ese movimiento de derechos humanos contra la dictadura combatió o luchó contra la impunidad y el olvido de múltiples maneras. Donc ce mouvement dont on est en train de parler a lutté de différentes manières contre l'impunité, generando toda una serie de instrumentos y de creaciones jurídicas de mucha importancia. Et ça a donné lieu à toute une série d'instruments de nature juridique, basada también en un fuerte compromiso con sostener la memoria de lo sucedido. Évidemment, au cœur de ces mouvements, une volonté de mémorial, une volonté de conserver, de maintenir une mémoire. Tuvieron que luchar contra leyes que impedían hacer los juicios penales que rigieron entre 1987 y 2005. Pues, Tuvieron que luchar contra leyes de impunidad, de prohibición de en particulier une lutte contre les lois effectivement d'impunité entre 1887 et 2005. Cuando regían estas leyes de impunidad, buscando que de igual manera se conozca lo sucedido, se impulsaron a fines de la década de 1990. Donc à la fin de la décennie des années 90, juicios por la verdad. Donc, il y a eu un mouvement de procès, ce qu'on disait, pour la vérité. Si no es posible
imponer una pena al autor de los crímenes de lesa humanidad, no se puede negar el derecho a que haya proceso judicial para conocer la verdad de lo sucedido. Alors si on ne peut pas effectivement intenter de procès pour l'auteur de ces massacres et de ces massacres dont on a parlé, on peut au moins intenter des procès Por la verdad de lo sucedido. pour la vérité de ce qui s'est passé. Donc les auteurs ne sont plus effectivement accessibles, on l'a dit, mais au moins savoir ce qui s'est passé. Esta estructura de juicio por la verdad es la que aprovecharon las comunidades Mocoy y Mocoví de Napalpí. Et c'est donc justement cette idée, ces procès pour la vérité, c'est ceux dont se sont emparés les communautés comme et Mocoé dont on a parlé. Perfecto. El Estado argentino, de hecho, en el año 2000, acordó con Carmen Aguilar de la Pacó, una madre de Plaza de Mayo. L'État argentin, en 2000, a accordé avec Carmen Aguilar de la Pacó, que era una madre de Plaza de Mayo, qui était une de ces mères dont on a parlé sous la Plaza de Mayo, y de otro organismo de derechos humanos importante, el Centro de Estudios Legales y Sociales, et avec également le soutien d'un centre important, le centre d'aide, Estudios Legales y Sociales. D'accord, le centre d'études légales et sociales. Acordó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donc accordé devant la Commission interaméricaine de droits de l'homme, este derecho a la verdad, garantizar que haya procesos que establecieran la realidad de lo sucedido. Donc effectivement une garantie de ce droit à la vérité et que l'on puisse savoir, que l'on puisse élucider ce qui s'était passé lors de ces massacres. Por eso podemos hablar de un fuerte vínculo entre esas construcciones del movimiento de derechos humanos contra la dictadura. Donc il y a effectivement un lien étroit entre la constitution de ces mouvements pour les droits de l'homme respecto de la dictadura, de los crímenes de la dictadura, vis-à-vis des crimes qui ont été commis durant la dictature, con que pueda haber un reclamo por aquellas masacres contra pueblos indígenas de 60, 80 años atrás. Donc un lien entre ça et ces crimes, ces massacres qui ont été commis 60, 70 ans auparavant. Así se presenta las demandas en 2007 de reparación civil. Donc il y a des réclamations de réparation civile qui sont présentées en 2007 por Napalpí y por Rincón Bomba. Pour les deux massacres dont on a parlé, Napalpí et Rincón Bomba. Como ustedes ven, las sentencias fueron en los últimos años de esos procesos. C'est ce que vous voyez sur l'écran, que les sentences, effectivement, les jugements, les procès ont eu lieu ces dernières années. Vous voyez 2019 et 2020. Que establecen la responsabilidad del Estado argentino de distintas acciones de reparación para los descendientes. Ce sont des procès qui effectivement établissent la responsabilité de l'État argentin dans le cadre de ces deux massacres. Pero también fiscales federales, como dijimos, acordaron con las comunidades iniciar procesos penales por la verdad que se desarrolló ahora en juicio oral en 2022. Et donc également, des procureurs fédéraux sont convenus d'entamer également des procès pénaux pour la vérité, effectivement. Entre las pruebas que se sumaron a este proceso, a este juicio, encontramos el trabajo de otro organismo de derechos humanos constituido respecto a los crímenes de la dictadura. On peut citer également les travaux d'une équipe, vous avez une photo de l'équipe argentine d'anthropologie à la recherche de preuves de ces crimes. Eso lo ven allí trabajando en el lugar, en la zona de Napalpí, encontrando restos de donde testimoniaban que sucedieron los crímenes. Et vous voyez ici des photographies où on voit cette équipe qui cherche et trouve des restes et donc des preuves de ces crimes qui avaient été perpétrés. Hubo aportes de, ahora sí, antropólogos comprometidos con esta memoria. Également, à noter les apports fondamentaux d'anthropologues, hommes ou femmes, qui étaient engagés dans cette lutte pour la vérité. Pas comme l'anthropologue dont on a parlé précédemment.
realizadores audiovisuales que se pusieron a investigar el tema. Il y a eu également des réalisateurs de documents audiovisuels qui également ont enquêté sur ces crimes. Archivistas, hallazgos en importantes archivos documentales históricos. Également le rôle des archivistes et de ceux qui effectivement conservent des documents de nature historique. Y por supuesto el testimonio de esa memoria sostenida de los pocos sobrevivientes de masacrados Com y Mocoy. Évidemment aussi le rôle fondamental des quelques, peu, mais des quelques survivants de ces communautés indigènes Com et Mocoy. Fueron personas que eran niños en el momento de la masacre, Des gens qui étaient enfants, évidemment, à l'époque des massacres, que vivieron un largo tiempo, eran longevos, qui ont vécu longtemps, qui ont une certaine longévité, y que después de haber tenido durante décadas mucho temor, mucho miedo de hablar, qui après avoir eu pendant des années peur de prendre la parole, pudieron ahora encontrar que se los escuchara para relatar lo sucedido. voilà, donc qui donc après ces années, disons, de silence, ont trouvé le courage et les moyens de prendre la parole. La mayoría de ellos no llegó a estar vivo al juicio de 2022. Et la plupart d'entre eux n'étaient plus vivants lors du procès de 2022. Pero habían sido filmados, entrevistados por los fiscales. Mais ils avaient été filmés avant donc que ne se tienne le procès, ils avaient été filmés notamment par des procureurs. Aquí vemos a una testigo muy conocida, al cual en 2007 la provincia de Chaco, la actual provincia de Chaco, le pidió perdón. Et vous avez donc là sur l'image effectivement l'une de ces témoins privilégiés à qui en 2007 la province de Chaco a demandé pardon. Melitón Enrique. Et donc son nom, vous l'avez écrit, c'est Melitona Enrique. También Rosa Grillo, quien sí llegó viva al juicio 2022 y falleció hace 2 meses. Également donc autre témoin, Rosa Grillo, qui était vivant en 2020, mais qui est morte il y a 2 mois. Aquí la vemos cuando es filmada en la entrevista con el fiscal Diego Vigay. On la voit là lorsqu'elle est filmée lors de son entretien avec le procureur Vigay. Diego Vigay. Y el historiador Com, de la comunidad Com, Juan Chico, que también falleció recientemente, pero cuyo trabajo fue fundamental como investigador. Et donc en présence également d'un historien effectivement qui appartient à cette communauté Com, qui Juan est Chico. oui, Juan Chico, et qui est mort récemment. Sí. También el testimonio de Rosa Chara Également le témoignage de Rosa Chara y Pedro Valquinta, todos ellos eran Com, y Pedro Valquinta de la comunidad Mocoy. Également le témoignage de Pedro Valquinta qui a été de la communauté Mocoy. Después, si tenemos tiempo, les interesa, podemos... todo este desarrollo del juicio está en YouTube, en el canal del juzgado. Si ça vous intéresse ou si on a le temps à l'issue de cette conférence, vous avez possibilité de voir effectivement les images de ce procès et de ces entretiens au lien là qui s'affiche. Pero cuando quieran consultarlo está en YouTube, en el canal del Juzgado Federal de Resistencia número 1. Et vous l'avez donc effectivement sur la chaîne YouTube, effectivement, El Juzgado número 1 de Resistencia. De la résistance. Donc le tribunal le premier tribunal, disons, de la résistance. Como les decía, la sentencia se dictó el 19 de mayo de 2022 y establece que el Estado argentino es responsable de crímenes de lesa humanidad en el marco de un genocidio. Donc la sentence a été prononcée le 19 mai 2022. Establece la responsabilidad del Estado argentino de crímenes de lesa humanidad. Et fondamentale, donc elle établit la responsabilité de l'État argentin de crimes contre l'humanité.
obliga acciones de reparación respecto de las comunidades, de sus descendientes, en materia educativa, de memoria, Donc, elle oblige à ce qu'il y ait des actes, disons, de réparation envers, à l'endroit de ces communautés indigènes en termes d'éducation educación y de memoria. et de mémoire. En el emplazamiento de Napalpí, el Estado argentino debe construir un centro memorial. Et l'une des décisions, c'est que à l'endroit du massacre de Napalpí doit être construit un lieu de mémoire, un lieu mémorial. Debe incorporar la temática en los programas educativos de la Argentina. Également inclure cette thématique, cette question des massacres dans les programmes scolaires argentins. Debe promover la creación también en el lugar de centros de investigación de integrantes de la propia comunidad. Également, in situ, créer des centres de recherche, d'investigation sur ces questions-là. Debe formar a las Fuerzas Armadas y Policiales de Argentina sobre derechos de los pueblos indígenas. Également, former les forces armées, les forces militaires sur ces questions-là de droits des communautés indigènes. La sentencia fue leída no solo en español, sino también en Com y en Mocoy. Et la sentence a été lue en espagnol, mais également et surtout, on pourrait dire, en Com et en Mocoé. Con la presencia de representantes de comunidades indígenas de toda la Argentina. Avec la présence de représentants de communautés indigènes de tout le pays. Esta sentencia ha generado muchísimo interés para otras masacres que produjo el Estado argentino. Et c'est une sentence qui a suscité un intérêt très important pour d'autres massacres, disons, de même nature qui s'étaient perpétrés en Argentine. Se pide ahora la apertura de juicios por la verdad respecto de las masacres de la Patagonia. Et on réclame désormais l'ouverture de procès de même nature pour des massacres qui ont été commis en Patagonie. Contra los huelguistas también de la Patagonia. En particulier contre les grévistes en Patagonie. Respecto de la masacre de San Antonio de Obligado. Également le massacre dont on a parlé de San Antonio de Obligado. La masacre de San Javier. Le massacre de San Javier. Y el relator especial de Naciones Unidas sobre los derechos de pueblos indígenas. Et le rapporteur spécial sobre el derecho de pueblos indígenas sur les droits des peuples indigènes de Naciones Unidas, des Nations Unies, en agosto de 2022 se ha entrevistado con los fiscales y autoridades del Estado argentino. Donc, ce rapporteur en question, donc des Nations Unies, en août 2022, s'est entretenu avec les procureurs et l'État argentin para informarse de este trabajo, de esta experiencia, porque lo recomienda como una herramienta para establecer un proceso de la verdad en otros lugares del planeta. Ouais, ces entretiens avaient pour but d'essayer de voir si effectivement on pouvait intenter ou lancer des procès de cette nature dans d'autres endroits, disons, de l'Argentine. De la planète, pardon. Pas que de l'Argentine, pardon, du monde entier. Para terminar, es decirles que, como decía, este juicio fuera de cálculo, lo digo también este término de algún modo en debate con algunas ideas que creo no acierta mucho Jacques Derrida. Digo que es un juicio fuera de cálculo. Que ce procès était prévisible. Si, c'était... Oui, d'accord. Effectivement, que ce procès n'était pas prévisible, comme on l'a dit au début, effectivement. En polémica con algunas ideas expuestas por Jacques Derrida. Effectivement, il fait référence au philosophe Jacques Derrida. En su trabajo Le Pensée et le Pardon. Dans ses travaux intitulés La pensée et le pardon. En donde solo considera la alternativa entre un perdón íntimo, personal. Alors, que solo considera una alternativa entre un perdón íntimo, personal. Et qui considère donc Jacques Derrida qu'il n'y a qu'une alternative à un pardon personnel.
íntimo que él sobreestima, sobrevalora, Donc un pardon personnel, intime, qui est au-dessus, que él halaga como un gesto alocado de perdonar lo imperdonable, Donc Jacques Derrida, effectivement, lui, loue et, disons, valorise ce type de pardon-là. y a lo que contrapone como posible actividad política Et il l'oppose à une possible activité politique como algo más degradado, condicionado, que es hacer evaluaciones, donde las élites políticas hacen evaluaciones de cálculo en las condiciones del contexto. D'accord, donc en fait, il oppose, je reprends parce que c'était un peu confus, enfin, de la façon dont je l'ai traduit, il oppose donc deux types de pardon, un pardon, disons, intime et personnel, qu'il valorise, qu'il met en avant, et qu'il oppose donc à ce qui relèverait d'un pardon de nature plus politique, à une activité No, politique. perdón, la acción política que puede ser de juzgamiento o de amnistía, D'accord, donc une action politique qui peut être un procès, qui peut être une action d'amnistie, pero siempre que es una acción pragmática de cálculo en condiciones del contexto. donc qui est toujours une action effectivement pragmatique dans un contexte donné précis, effectivement. Creo que no tiene en cuenta la acción, no de las élites, sino la acción política popular que transforma los contextos, que genera lo incalculable. Donc il ne tient pas compte non pas de l'action des élites, mais de l'action effectivement du peuple qui peut effectivement transformer cette action-là, cette action politique. Es el contexto mismo. Dans le contexte même, il peut influer effectivement sur le contexte même. Esas memorias populares que fueron decisivas para estas construcciones jurídicas son colectivas, son políticas. Et effectivement, ces mémoires qui ont été si décisives dans le processus dont on a parlé sont collectives, ce sont des mémoires également qui sont politiques. Hacen a la identidad de no olvidar a nuestros muertos. Qui ont effectivement aussi pour mission de ne pas oublier nos morts. Y nos pueden procurar otro futuro que no sea solo la repetición de las masacres de opresión. Et elles offrent l'opportunité peut-être d'offrir un futur qui ne soit pas simplement la répétition et la perpétuation de massacres du type dont on a pu parler. Merci. Et il vous remercie. Merci spécialement à Daniel, à Joël et à François Xavier. Il remercie de nouveau les trois traducteurs. Je sais pas s'il y a... Daniel, je sais pas si tu veux prendre la parole et si je continue de... Non, d'accord. Donc je sais pas s'il y a des questions. Bon, s'il y a des questions, s'il y a des commentaires, s'il y a des points d'éclaircissement à apporter. Je vous remercie pour cette conférence qui m'a beaucoup intéressé. J'ai deux questions. Je n'avais jamais entendu que les sorcières qu'on a brûlées sous l'Inquisition, si je vous ai bien comprise, étaient des femmes qui avaient un rôle social important. Et si je vous comprends bien, c'est la raison pour laquelle elles étaient déclarées sorcières. Sí, hay, efectivamente, es así. Hay múltiples investigaciones recientes de enfoque feminista. Il y a effectivement, c'est effectivement le cas, elles avaient effectivement un rôle social. Il y a beaucoup d'études avec une approche féministe actuelle. Una investigación muy relevante es de la investigadora ítalo-estadounidense Silvia Federici. Et en particulier, on peut citer les travaux d'une chercheuse italo-américaine qui s'appelle Silvia Federici. Silvia Federici. El trabajo de ella se conoce como El Calibán y la Bruja. Alors c'est un travail, je ne sais pas si ça va apparaître, mais qui est connu sous le titre El Calibán y la Bruja. Le Calibán et la sorcière, la bruja. Donde justamente relaciona van a verlo ahí, Silvia Federici, Caliban and the Witch,
donde relaciona el genocidio en territorio americano con el genocidio en territorio europeo contra las mujeres. Et donc c'est un travail dans lequel effectivement elle fait le lien entre les génocides qui ont lieu effectivement en Argentine ou en Amérique et ceux qui ont lieu en Europe. Caliban es el personaje de Shakespeare que en La Tempestad representa a ese medio monstruo no europeo. Évidemment, Caliban, c'est un personnage de Shakespeare, donc, qui dans la pièce La Tempête représente une sorte de monstre à moitié européen. No europeo. Non européen. No europeo. Y Silvia Federici establece que muchas de las mujeres acusadas de brujerías, sí, Donc, elle établit donc cette chercheuse que beaucoup de femmes qui étaient effectivement accusées de sorcellerie eran lideresas campesinas que conducían levantamientos contra el cerramiento de los campos. Donc beaucoup de ces sorcières ou de ces femmes qui étaient accusées de sorcellerie étaient aussi des leaders effectivement paysannes qui se battaient en particulier pour le fait de placer des enclos d'enclore effectivement des champs ou des parcelles de terre. Eran acusadas de influir demoníacamente a un grupo que conformaba un aquelarre. Alors on les accusait également d'avoir une influence sur des groupes qui formaient des sortes de sabbats. Pero eran luchas campesinas. Mais c'était avant tout des luttes effectivement paysannes. Donc il y a une dimension sociale. Y por otro lado, lo otro que se perseguía en los juicios de brujería eran la continuidad de saberes de salud reproductiva de las mujeres. Ce que l'on cherche aussi dans ces procès non intentés contre ces femmes supposément sorcières, c'était une certaine transmission de savoir qui était liée à la santé, à la reproduction, à la fertilité, à la reproduction en particulier. Particularmente sobre la interrupción del embarazo, el aborto. Et en particulier sur ce qui relève de l'avortement. Había que asegurar el aumento de la población. Puisqu'il fallait effectivement assurer une croissance démographique. Y se va a conformar un monopolio del tema a favor de médicos varones. Donc il va y avoir effectivement petit à petit un monopole donc, qui va se créer de médecins hommes. Que contraponen ahora la nueva ciencia. Qui oppose donc ces médecins de sexe masculin, homme au sens premier du terme, disons, qui oppose effectivement un nouveau savoir, la ciencia, une nouvelle science, contra el saber, nosotros decimos curandero, de bruja, de las mujeres. Avec ce savoir qui relève plutôt de quelque chose qui relève d'une guérisseuse. Magnétiseur, guérisseur, une science, disons, nouvelle et un savoir plus ancestral, peut-être plus empirique. Si te interesa el tema, hay muchas investigaciones, pero sin duda es muy recomendable el trabajo de Silvia Federici. Il te dit que si ça t'intéresse, si ça vous intéresse, il y a beaucoup de travaux sur la question et notamment donc ces travaux de Silvia Federici. Très bien, je vous remercie, c'était une découverte pour moi. J'ai une deuxième question. Les massacres des années 20 et jusqu'à 47 ont été perpétrés à une époque où le gouvernement avait été élu démocratiquement ou c'était un gouvernement autoritaire? Sí, no entendí. Sí, efectivamente. Esto también es un tema que ha merecido muchos análisis. C'est également un thème qui effectivement a fait l'objet de nombreuses analyses. Varias de estas masacres muy fuertes. Beaucoup de ces massacres fue estando en el gobierno partidos populares. Ont été commis alors qu'au gouvernement, effectivement, il y avait le parti populaire au gouvernement. El partido radical con Irigoyen. Le parti radical Irigoyen. Con Irigoyen en las masacres de los huelguistas de la Patagonia. Notamment dans le cas de ces massacres contre les grévistes de la Patagonie dont il a parlé. El siguiente presidente radical, Alvear, durante la masacre de Napalpí. Puis le président qui est venu après, également radical. Radical au sens politique du terme. Con la masacre de Napalpí. Avec le massacre de Napalpí dont on a parlé. Y el presidente Juan Perón, del partido justicialista. Et le président Juan Perón du parti justicialista, justicialiste si on traduit littéralement. En la masacre de Rincón Bomba de 1947. Dans le massacre de Rincón Bomba des années 40 dont on a également parlé. Y lo que he tratado de hacer, de compartirles, es que hay un comportamiento, una matriz de funcionamiento de las Fuerzas Armadas Argentinas.
Et donc, ce qu'il a voulu démontrer, c'est qu'il y a effectivement une sorte de comportement de matrice des forces armées argentines en relación a los grupos privilegiados de la sociedad argentina, qui évidemment est lié aux forces dominantes de la société argentine, independientemente del carácter popular de los gobiernos que detentan formalmente el poder. et ce évidemment indépendamment du caractère, disons, de la nature du gouvernement au pouvoir et en particulier du caractère supposément populaire de ces gouvernements. Para más detalles, te digo que la población Pilagá de Rincón Bomba valoraba la aprobación de derechos laborales de campesinos. Et il tient à préciser que la population Pilaga, qui est une communauté indigène de Rincón Bomba, valoraba los derechos laborales para campesinos valorisait effectivement les droits pour les paysans, que había impulsado el gobierno peronista, qui avait effectivement qui avait effectivement contribué, oui, qui avait fait la promotion du gouvernement de Perón. el Estatuto del Peón. El Estatuto del Peón. Alors le statut del peón. Voilà. Peón. Ah, du peón, du paysan, du simple paysan. Voilà, du simple paysan, de l'ouvrier agricole. Juan Perón tiene noticias de la protesta de los Pilagá y busca enviar ayuda de alimentos y medicamentos. Et Juan Perón a connaissance, non, de ces luttes, La effectivement, protesta. et il cherche à tisser des liens. Alimentos y medicamentos. Il cherche des aliments, de la nourriture et des médicaments. En el camino, los vagones de los trenes son saqueados. Et sur le chemin, en fait, les trains, les moyens de transport sont pris d'assaut, enfin sont assaillis, sont attaqués. Sacados por autoridades militares de Formosa del norte. Ils sont pillés par des forces militaires du nord du pays. Y llegan a Rincón Bomba los alimentos en mal estado. Et donc les aliments arrivent effectivement à Rincón Bomba, mais dans un état, disons, piteux et en mauvais état. No obstante, los reparten igual. Et malgré tout, il répartit ce qu'il y a à répartir. Y hay una gran cantidad de muertes, sobre todo de niños, por estos alimentos intoxicados. Donc il y a beaucoup d'enfants en particulier qui meurent en raison effectivement d'aliments qui ne sont qui sont pas comestibles ou qui sont en mauvais état. Ahí el dolor y el malestar es enorme y buscan acordar con las autoridades militares. Et évidemment, ça génère des souffrances, les souffrances que l'on peut imaginer. Et on essaie effectivement, de se mettre d'accord avec l'État lui-même. El militar, ¿sí? Oui, l'État con las autoridades militares. Avec les autorités militaires. Concurren los Pilagá a la negociación con retratos de Perón y de Evita. Et les communautés indigènes Pilaga, effectivement, se présentent en brandissant des portraits de Perón et de Evita. Et de Vita, évidemment. Evita Perón. Evita Perón. Y ahí son masacrados. Et ils sont massacrés. Pero, o sea, Juan Perón no podemos decir que ordenó la masacre. Mais on peut pas dire que Juan Perón a été le commanditaire de ce massacre. Pero no pudo o no hizo nada contra la impunidad respecto de la responsabilidad de los militares. Mais il n'a pas pu, ou il n'a en tout cas rien fait contre l'impunité de ces militaires qui avaient perpétré effectivement ce massacre. Porque significa enjuiciar nada menos que al ejército argentino por indígenas. Parce que ça équivaudrait à intenter un procès ni plus ni moins que contre les forces armées militaires du pays. En razón de pueblos indígenas, que valen menos. Contre, effectivement, parce qu'ils s'en sont pris à des populations indigènes. Donc symboliquement, ça serait quelque chose de particulièrement aún fort. A la época de este presidente popular Perón, es una época todavía de impunidad. Si se mata indígenas, no hay responsabilidad. Donc sous le gouvernement populaire de Perón, c'est encore une époque d'impunité si l'on s'en prend, si l'on intente contre effectivement ces communautés indigènes. Juste, je voulais dire quelques mots. Enfin, oui, excusez-moi, les sorcières.
je vais évoquer un livre magnifique d'un historien français, que c'est Jules Michelet, La sorcière. Et voilà, il trace l'histoire de la sorcière et les raisons pour lesquelles les sorciers ont été persécutés. Enfin, donc c'est un des antécédents le plus important, c'est un historien français qui a tracé un peu cette généalogie. Donc je vous invite à aller regarder La sorcière de Jules Michelet. Deuxième question, je regrette l'absence parmi nous d'Armelle Mabon, une historienne de cette maison qui a pris la retraite récemment et qui justement mène un combat depuis des années et des années pour justement une perspective de ce même type. Disons, par rapport à le massacre de Tiaroy, je l'ai invitée, elle ne pouvait pas être présente, mais je veux dire deux mots pour elle, enfin pas pour elle, je le dis pour moi, mais en pensant à elle, parce que le massacre de Tiaroy a beaucoup de caractéristiques semblables, parce que c'est un massacre commis par l'armée française en Afrique après la guerre 39-45, voilà. Et donc, justement, tout le travail qu'elle fait en tant qu'historienne, justement, c'est réclamer l'intervention aussi de la justice. Et donc, voilà la question que je voulais poser. Disons, pourquoi avoir besoin, justement, de la justice des tribunaux quand il y a les historiens. C'est-à-dire, voilà, c'est tout un problème qui se pose aussi par rapport au travail d'Armelle Mabon. Certains lui disent, oui, mais il ne faut pas judiciariser l'histoire. C'est là une question que se débat ici en France. Est-ce que la justice, les tribunaux, les juges doivent faire de l'histoire? Est-ce que tu Sí. Sí, sí. Bueno, es un enfoque posible. Decir que el Poder Judicial tampoco es que agrega nada de aquello que denuncian y recuerdan en sus memorias los pueblos. Il dit qu'effectivement c'est un débat qui est ouvert et c'est un débat possible, et dire que le pouvoir judiciaire no agrega nada. Oui, dire que le pouvoir judiciaire n'ajoute rien à cette lutte ou à cette reconnaissance des droits des communautés indigènes. Claro, a la verdad ya establecida por la comunidad indígena o por historiadores, ¿no? Voilà, on pourrait dire que ça n'ajoute rien, c'est un débat dès lors que des historiens ou les communautés indigènes elles-mêmes se sont emparées effectivement de ces questions-là. Pero para quienes actuamos, por ejemplo, como organismo de derechos humanos, lo fundamental es cómo lo viven las propias personas protagonistas. Mais pour ceux, il se met dans le lot, pour ceux qui effectivement travaillent dans le champ de la justice au sens large du terme, il est très important effectivement de se mettre à la place de ces communautés indigènes, de ceux qui ont vécu effectivement ces choses-là. Y ellos han reclamado esta acción, diciendo, si lo que nos hicieron son delitos, son crímenes, el Estado argentino tiene que responder en un juicio, no es su cuestión de la academia o de facultades, es un debate público al que las instituciones se tienen que abrir. Et donc effectivement, ceux qui ont souffert, disons, ces massacres ou les descendants estiment que effectivement, si ce sont des délits, des crimes qui ont été commis par l'État argentin, il est normal que l'État argentin en réponde. Et ça peut pas simplement être un débat ou des questions qui restent dans le cadre universitaire académique. Y ellos valoran esta experiencia por todo lo que ha sumado de pruebas que los historiadores no habían obtenido. Et donc ces communautés indigènes ou ces victimes, disons, de ces massacres valorisent en particulier ces nouvelles preuves donc qui naissent de ces procès, disons, qui ont une dimension donc juridique, et des preuves que n'avaient pas forcément, ou des apports que n'avaient pas forcément apporté ou donné les historiens. Y que lo ha puesto en conocimiento de un modo que los recientes estudios de ciencias sociales no lo habían logrado. Donc c'est l'idée qu'il y a des connaissances nouvelles que les historiens n'avaient pas forcément apportées, ou des connaissances d'une nature autre. Y que le genera
por propias instituciones de Estado obligaciones al Estado argentino que los historiadores no le pueden poner. Et l'idée, c'est qu'effectivement, ces nouvelles preuves obligent d'une certaine façon l'État argentin à rendre des comptes, ce que ne pouvaient pas faire les historiens. Les historiens ne pouvaient pas obliger ou ne pouvaient pas pousser à ce que le gouvernement ou l'État argentin le fasse, disons. Entre otras cosas, los historiadores no le hacen hablar al Estado argentino Legracom y Mocoy. Ellos con este juicio le han hecho hablar al Estado argentino Lenguacom y Mocoy. Et surtout, il dit que les historiens ne faisaient pas en sorte que ces populations indigènes parlent comme au Mocoé, alors qu'évidemment, dans ces procès, on l'a vu tout à l'heure, ça a été le cas. Ils ont pu prendre la parole dans leur langue, disons. Sí, pero la sentencia de la jueza argentina fue en Com y Mocoy. Et on l'avait dit, la sentence de la juge, effectivement, a été également prononcée en Com et en Mocoy. Con lo cual el Estado argentino está siendo llevado a reconocer que no es un Estado-nación de una sola nación. Et c'est une façon, du coup, d'obliger l'État argentin à reconnaître que ce n'est pas un État-nation, c'est-à-dire d'une seule nation. Es un Estado de muchos pueblos, muchas naciones, muchas memorias, muchas culturas, muchas lenguas. Donc c'est un peuple, une nation qui est composée de plusieurs nations, de plusieurs cultures, de plusieurs peuples, de plusieurs mémoires et de langues, de plusieurs langues. Y creo que pueden tener razón en este reclamo que se haga como juicio. Et du coup, en conclusion, il explique effectivement l'idée d'intenter un procès. Effectivement, il pense que c'est tout à fait juste et pertinent. Il leur donne raison. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, d'autres remarques. Oui, ça va. Bon, merci pour votre intervention. Je voulais savoir, est-ce que la situation du coup des peuples indigènes, est-ce que les peuples indigènes vivent mieux en Argentine maintenant? Est-ce que ça a amélioré leur situation ou comment dire, je sais pas, est-ce que ça a contribué à faire quelque chose de bien pour ces peuples-là? Quelles a été les conséquences, mais pratiques et matérielles? No, la población pobre, de pobreza de la Argentina, es mayormente mestiza, o sea, no es blanca. Alors, il indique que non, en réponse à votre question, que à l'heure actuelle, en Argentine, la plupart de la population pauvre, des pauvres, effectivement, ne sont pas, c'est pas une population blanche, c'est une population qui est métisse, si je reprends le terme. Es decir, que en la Argentina sigue rigiendo una desigualdad social sobre la idea construida de raza. Donc il y a toujours une inégalité très forte qui est encore fondée sur l'idée d'une inégalité de race. Las cárceles argentinas, por eso yo decía, ¿para qué fue pensado los tribunales penales? Están llenas de mestizos. Et donc il précise que les prisons argentines sont effectivement pleines de métis. No hay blancos. Il n'y a pas un blanc, dit-il. Y quienes mantienen propiamente la forma de vida indígena con la lengua indígena, et les personnes qui effectivement maintiennent le mode de vie et la langue propre aux communautés indigènes, viven situaciones dramáticas de privaciones. Ils vivent dans des situations dramatiques de privation, de pauvreté. Sí, donde parecen querer indicarle que el único destino posible et on semble leur dire que le seul destin, leur seule voie possible, es irse, dejar su lugar de vida e irse a las grandes ciudades. C'est donc de quitter leur habitat, disons leur lieu d'origine, pour effectivement migrer vers les grandes villes. A ser un integrante más de los discriminados en estas grandes ciudades. Et d'intégrer, disons, cette population qui est déjà discriminée, cette population des grandes villes, des grandes métropoles, qui est déjà discriminée. No cuentan con el reconocimiento del territorio necesario para su lugar de vida. On ne reconnaît toujours pas le territoire qu'il leur faut, enfin qui est nécessaire et qui est leur pour pouvoir vivre, disons. Siguen deforestando, quitándole árboles
tierras para los emprendimientos empresarios. Et le processus de déforestation est en cours, processus de déforestation pour créer des entreprises notamment. Les arruinan el agua con la minería. On ruine, on pollue, disons, l'eau avec les mines. Los expulsan por proyectos turísticos de grandes hoteles. On les expulse pour créer de grands complexes touristiques. Y lo que uno puede sí encontrar mejor de su situación en la actualidad Et s'il y a une chose que l'on peut signaler comme une chose peut-être plus positive aujourd'hui, es haberse fortalecido sus organizaciones, es haberse fortalecido para reclamar principalmente por su territorio. voilà, la chose que l'on peut effectivement soulever comme une chose positive, c'est qu'ils se sont renforcés dans cette volonté de réclamer et effectivement de lutter pour leurs droits. Voilà. Y han logrado aprobación de medidas del Estado argentino sobre eso, Ils ont obtenu effectivement l'approbation de leyes, de lois politiques, d'un corpus effectivement juridique dans la cause qu'ils défendent et qu'ils poursuivent. de manera muy disputada. Et ça a donné lieu à des débats, disons, controversés. Y señalo como un proceso especialmente importante, interesante, Et il tient à signaler comme un processus et quelque chose, un jalon particulièrement important. la organización que está teniendo el pueblo mapuche en la Patagonia. Donc l'organisation du peuple mapuche en Patagonie. Pero justamente por esos logros organizativos son acusados de malos indígenas. Mais justement parce qu'ils ont obtenu quelques victoires, quelques réussites en termes d'organisation, ils sont organisés, on a pu les accuser d'être des mauvais Indiens. Sí, hay indígenas buenos, dóciles, indígenas malos, los organizados. D'accord, il y aurait des communautés indigènes bonnes, dociles et de façon manichéenne, des Indiens, des indigènes considérés comme effectivement rebelles parce que organisés et parce que en voie d'organisation. Y calificados por aquellos dirigentes políticos más reaccionarios, Et les hommes politiques les plus réactionnaires les qualifient terroristas. de terroristes. El pueblo mapuche es un pueblo terrorista contrario al Estado argentino. Alors selon leur dire, pas les siens et pas les miens, le peuple mapuche est un peuple terroriste qui s'en prend aux droits de l'État argentin, qui s'en prend à l'État argentin. Por mi parte, creo que están haciendo un aporte muy importante a la cultura argentina. Et de son point de vue, il pense évidemment que ces communautés indigènes apportent quelque chose de fondamental à la culture argentine dans son ensemble. Moi, je voudrais remercier Guillermo d'avoir bien montré aussi dans son exposé, dans cette conférence, la richesse des apports ici en matière judiciaire des autres continents. Parce qu'en Europe, nous avons trop tendance à avoir une vision encore européocentrée, hein, et on a l'impression, on a toujours un peu le sentiment que les meilleures choses viennent de chez nous. Or là, on voit bien comment ces procès tout à fait improbables, on a traduit par imprévisible ou incalculable, était le mot qu'utilisait Guillermo, ces procès qui sont tout à fait improbables au départ, étant donné les structures ségrégationnistes, génocidaires de ces États-nations, construits sur la violence et la domination des Blancs. Comment ces procès tout à fait improbables ont abouti à quelque chose qui a fait du bien finalement à ces communautés victimes et qui sont reconnues internationalement comme pouvant être éventuellement transposées dans d'autres continents, dans d'autres lieux. Et donc, cet aspect de ne pas oublier que finalement la richesse et les inventions, les nouveautés, les innovations, c'est pas qu'en Europe, c'est aussi en Amérique latine, celle du Sud, c'est aussi en Afrique,
comme on a pu le voir avec la justice, je crois qu'on l'appelle transactionnelle, ou je sais plus exactement, comme on a pu le voir après le génocide au Rwanda, et tous ces processus qui ont été mis en place en fait pour remettre en face des victimes et des génocidaires, et faire la lumière sur les faits, pouvoir faire exprimer les souffrances d'un côté et de l'autre côté aussi des remords quand il y en a, ou de la culpabilité. Et comme ça a été fait aussi de manière tout à fait nouvelle et originale aussi en Afrique du Sud. Hein, donc voilà, moi je te remercie pour avoir mis ça en exergue dans ce travail. Voilà. Sí, totalmente. Sí, gracias a ti, Joel, por las conversaciones que venimos teniendo hoy a la mañana. Realmente un gusto poder compartir personalmente. Estoy acá. Il remercie Joël qui a posé la question, en particulier parce que visiblement la conversation a commencé avant cette conférence et ils ont eu l'occasion de parler depuis ce matin et c'était une conversation particulièrement riche. Y pienso que sí, que un posible enriquecimiento vendrá si también Europa está dispuesta a entender que hay civilización y cultura jurídica de parte de los pueblos indígenas del sur, por ejemplo. Effectivement, il dit que cet enrichissement sera possible, en particulier si l'Europe accepte effectivement de comprendre, de concevoir, de considérer qu'il peut y avoir des apports juridiques fondamentaux qui viennent d'autres continents et en particulier des cas dont on a parlé, des communautés indigènes en Argentine. Sí, deja de pensarse de que Europa es la expresión más avanzada del respeto de los derechos humanos en el mundo. Donc si l'Europe cesse de croire qu'elle est l'expression la plus aboutie effectivement de ce que seraient les droits de l'homme et les droits des peuples, disons. Si entonces se entiende que en realidad es desde las potencias de tipo europeas o europeístas como los Estados Unidos, son los responsables de las principales masacres y genocidios en el planeta, por lo cual tienen que escuchar a los pueblos y tienen que escuchar las formas de tratar la verdad y la justicia de los pueblos que sufrieron su acción. Et donc la phrase continue, en particulier si l'Europe prend conscience effectivement que les génocides, disons, du monde entier naissent en particulier de puissances européennes ou européistes comme les États-Unis. Voilà. Et donc ce sont toutes ces conditions. Si elles sont réunies, peut-être effectivement cet enrichissement juridique sera reconnu en particulier de la part du vieux continent. Si por fin escucha las memorias de estos pueblos. C'est-à-dire si l'Europe écoute enfin la voix et la mémoire de ces peuples indigènes, oui. Peut-être qu'au niveau de l'heure, c'est un peu juste, mais notamment sur la question. Alors là, on a vu la dimension juridique, enfin la dimension au niveau judiciaire, mais aussi au niveau constitutionnel. Hein, on en parlait un petit peu. Peut-être tu pourras nous dire un mot là-dessus. Mais au niveau des constitutions de pays latino-américains qui ont intégré l'idée de la plurinationalité, hein, donc aller contre des constructions historiques de l'État-nation, mais que ce sont des États plurinationaux qui reconnaissent plusieurs langues, plusieurs cultures, etc. Si tu peux nous dire un petit mot de ce point de vue-là. La Bolivie, par exemple. Sí, efectivamente, la consagración de organización constitucional como estados plurinacionales. Effectivement, l'idée que des constitutions reconnaissent le caractère plurinational de certains États. Ha tenido sus expresiones más importantes en dos países sudamericanos, Ecuador y Bolivia. Cette reconnaissance du caractère plurinational est particulièrement vraie dans deux pays, l'Équateur et la Bolivie. Sí. Con fuerte influencia de cosmovisiones indígenas. Avec effectivement une forte influence de ces communautés indigènes. Que tenían constituyentes, representantes constitucionales en la Asamblea Constitucional indígenas. Il y avait à chaque fois dans ces deux pays des représentants des populations indigènes parmi l'Assemblée constituante, donc chargée de rédiger la Constitution. Y que, por ejemplo, en Bolivia
se aprueba con la oficialización de más de 70 lenguas, aparte del español. Et en particulier en Bolivie, on reconnaît plus de 70 langues en plus de l'espagnol. Sí. Y esto es una invitación a pensarnos a todos los modelos constitucionales como el de Argentina, europeísta, y creo que también para Europa, de pensar que hay una dirección genocida en la idea de Estado-nación. Évidemment, ces exemples de l'Équateur et de la Bolivie, c'est une invitation qui est lancée à nous tous, en particulier en Europe, dans l'idée qu'effectivement, l'idée de l'État-nation tel qu'il s'est constitué traditionnellement au XIXe siècle, effectivement, c'est une vision qui serait génocidaire. Sí, una dirección genocida. Une direction génocidaire, une voie génocidaire. Y que se prolonga en una práctica etnocida, de pérdidas de lengua, de pérdida de tradiciones, de pérdida de culturas, que en general contrastan con el capitalismo. Et donc cette voie-là génocidaire aboutit en fin de compte à un ethnocide, effectivement, qui nierait la diversité des langues, des lois, des mœurs, des coutumes, des traditions. Y que suelen ser contrastantes con el capitalismo, no se adaptan al capitalismo. Évidemment, qui s'opposent, qui ne s'adaptent pas au capitalisme. Un aplauso.